m'accueillir. Merci aussi de me permettre de parler au fond de ma passion, comme ça a été dit. Je suis moi fondamentalement un homme du collectif. Et pour la petite histoire, je viens d'une très grande famille. Et quand nous étions 15 à table, ma mère disait « Tiens, il n'y a personne aujourd'hui ». Donc voilà. Et puis j'ai commencé à comprendre comment fonctionnaient les systèmes, la dynamique des groupes. Et là, évidemment, le premier champ d'application, ça a été ma famille. Donc voilà, là j'ai appris, j'ai compris les choses. Alors j'avais... le thème, c'est prendre soin des équipes. Ça veut dire qu'il y a 1000 façons de prendre soin des équipes et il y a quelques principes qui me guident. Ce soir, je vais vous parler de mon expérience, je vais vous parler des théories que j'ai construites ou que j'ai apprises, je vais vous parler de ma pratique, je vais vous parler de quelques erreurs que j'ai faites, etc. Bref, je vais vous parler de mon territoire à moi. Et je fonctionne, même si j'ai une grosse boîte à outils, je fonctionne moins avec les outils qu'avec des principes. Et en fonction de ce qui se passe avec telle ou telle équipe, telle ou telle entreprise, etc., la question que je me pose, c'est où j'en suis par rapport à mes principes, en quoi je vais accompagner selon ces principes, qui ne sont pas que les miens d'ailleurs. Alors j'ai décidé de commencer par vous en nommer quelques-uns. C'est OK pour vous ? Alors, le premier principe, c'est il n'y a pas qu'une seule bonne façon d'accompagner. Aussi bien en coaching individuel, coaching d'équipe, coaching d'organisation, je fais les trois, il n'y a pas qu'une seule bonne façon. Donc évidemment, je ne vais pas moi personnellement rentrer dans des débats où c'est mieux comme ci ou mieux comme ça, moi j'utilise tel outil, etc. C'est très bien, tout est très bien. Il n'y a pas qu'une seule bonne façon. La deuxième chose, c'est un dialogue que j'ai avec mes clients, puisque comme tout un chacun, il y a toujours une rencontre par quelqu'un qui nous appelle, quelqu'un qui nous demande, quelqu'un qui nous sollicite, quelqu'un qui émet des besoins, des problèmes, des dynamiques, etc. Bref, il y a une rencontre. Et à ce moment-là, je pose quelques postulats, quelques principes. Et je dis, vous savez, comme c'est vrai que je travaille beaucoup avec des dirigeants, je travaille beaucoup dans la transformation, etc. Et je pose comme principe qu'une entreprise n'ira jamais plus loin que son codir, qui n'ira jamais plus loin que son dirigeant. Donc ça veut dire que si l'entreprise doit se transformer, doit grandir, doit avancer, doit changer, ce qui est les enjeux, eh bien, elle n'ira jamais plus loin. Voilà, ça c'est un principe immuable. Donc vous comprenez, enfin, qui me guide, immuable, j'en sais rien, mais qui me guide. Donc du coup, dès qu'il va y avoir coaching d'organisation, transformation, accompagnement global, etc., eh bien, je vais dire aux membres du CODIR et aux dirigeants, je dis, alors, comment vous voyez les choses ? Mais surtout, comment vous voyez votre rôle à vous ? Comment vous allez conduire la transformation ? Et c'est souvent un débat que j'ai assez... et qui dure un moment. C'est pas, je viens pas pour prendre une demande puis faire une propale. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc, je viens pour ouvrir un dialogue. Vous voyez ? Alors, quand j'ai ce débat autour de cela, ils me disent, oui, mais je leur pose la question, par exemple, qui dirige l'entreprise ? Qui est là pour diriger une entreprise ? Et bon, 8 fois sur 10, on me dit, c'est le dirigeant. Je dis, ça dépend. Ça peut être aussi... selon ce principe, ça peut être le CODIR, dont fait partie le dirigeant, qui va diriger l'entreprise. Mais vous voyez que ce n'est pas du tout le même monde. Oui. Donc ça, c'est le deuxième principe. Le troisième principe, ça a été dit, c'est le qui avant le quoi. C'est-à-dire que le coach, il est du côté des personnes et des systèmes. Il n'est pas du côté de la problématique et de l'opérationnel. Donc, dit autrement, nous accompagnons les personnes pour les aider à résoudre leurs problèmes. Ça, je crois que ça a été dit largement. Alors, le principe suivant, alors là, il me guide tout le temps et je vais le développer, c'est le film avant la photo. Le film avant la photo. Ça veut dire que quand je regarde un dirigeant ou une équipe, je ne vois pas une problématique, je ne vois pas une difficulté, je ne vois pas seulement quelques demandes, quelques éléments à soutenir. Non, je vois une personne en train de grandir, je vois une équipe en train de grandir. Et donc ce qui m'intéresse, c'est à quelle étape en est l'équipe et comment je vais pouvoir à la fois l'accompagner sur la durée si elle le souhaite, mais comment elle va pouvoir se développer. C'est ça qui m'intéresse. C'est le film avant la photo. Et je vous redonnerai un exemple après. Alors, autre principe, évidemment, ça a à voir avec prendre soin des équipes, c'est plus c'est dur à l'extérieur, plus ça doit être doux à l'intérieur. C'est évident quand on en parle. Dit autrement,
plus, on en a parlé ce matin, plus il y a de la compétition à l'extérieur, plus les enjeux sont forts, plus le monde est incertain, je crois que ça a été très très bien présenté, ok ? Plus il y a de la compétition, et plus à l'intérieur, il doit y avoir de la coopération, comme a dit Olivier. C'est vraiment central. Et donc faire exactement l'inverse est un non-sens. Vous voyez ? Et c'est ce dialogue-là que j'ai avec les dirigeants, avec les équipes. Je leur dis, mais comment vous faites pour prendre soin de l'intérieur de l'entreprise, des équipes, alors que c'est si dur à l'extérieur ? Eh bien, des fois, ils me disent, 1, nous n'y avons pas réfléchi. 2, nous ne savons pas. Et 3, nous ne savons pas que nous ne savons pas. Alors voilà, ben on va avancer un peu comme ça. Alors, autre principe, nous sommes centrés d'abord sur les enjeux. Et quand je dis le nous, ce n'est pas seulement le coach, c'est surtout les acteurs. Et là, je vais développer un peu. Alors, quand je parle du film, ben on va parler aussi du fond d'écran. Prendre soin des équipes, c'est prendre soin de ce que vivent les acteurs que nous accompagnons. Eh bien, ce qu'ils vivent, ça a été très bien dit ce matin, avec, je ne pourrais pas le dire mieux, c'est une transformation, c'est une mutation, c'est une métamorphose. Ça veut dire qu'on passe de la culture taylorienne à la culture de l'intelligence collective. On a commencé il y a 50 ans, on en a encore pour 50 ans minimum, et je ne sais même pas le chiffrer. Donc vous voyez, on n'est pas en train de regarder la situation comme cela, à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe de cette année-là, ça a été très bien décrit. Ça fait peur quand même. Mais ce n'est pas grave. Il va se passer encore d'autres transformations. Et donc, quel est le film ? Et dans notre métier, nous savons très bien que si nous voulons diriger une entreprise, nous allons les diriger par les tendances lourdes. C'est-à-dire les grands changements de 30 à 50 ans sur lesquels je n'ai aucune prise, mais qui vont impacter mon entreprise et mes métiers. Vous voyez, c'est comme ça, à mon avis, qu'on dirige une entreprise. C'est pas juste en regardant BFM Télé ou pire, CNews. Bon, ça, c'est une parenthèse. Alors, donc, dit autrement, nous passons du monde des hard skills au monde des hard skills et des soft skills. Hein, on ne passe pas du tout du monde des hard skills au monde du soft skills. Les hard skills ne vont pas disparaître. Mais nous passons du monde des hard skills au monde des hard skills et des soft skills. Et c'est là que le principe aussi est central, c'est que le mot vraiment qui pour moi est au cœur des transformations, c'est le « et ». Voilà. C'est le « et ». Pour le management, c'est pareil. Nous manageons par la hiérarchie et les procédures. Eh bien maintenant, le management va se faire par la vision et la régulation. Donc ce n'est pas le même monde, vous comprenez ? La régulation, c'est le monde du vivant. C'est le monde de on se dit les choses. C'est le monde de on se parle. Un dirigeant me disait, un DRH me disait, mais vous savez, il faudrait que les gens communiquent, mais quand j'en ai parlé, ils nous ont demandé qu'on les forme à la communication, qu'on leur dise, qui va parler le premier, à quel endroit on va se parler. Je leur dis, mais pourquoi vous faites tout ça ? Pourquoi vous faites des procédures aux procédures ? Vous voulez que les gens parlent ? Eh ben vous leur dites, vous avez le droit de parler. Voilà, c'est simple, c'est aussi simple que ça. Oui. Et ça aussi, vous le savez par cœur, nous passons de l'être humain qui est un objet de production à un sujet en croissance, un être vivant, et nous passons du monde de l'obéissance à l'autonomie et la responsabilité. Voilà. Et donc ça veut dire que tout accompagnement individuel, collectif, etc., dans ma vision des choses, s'inscrit dans ce grand changement du monde, le grand changement des organisations. Prendre soin des équipes que j'accompagne, c'est prendre soin de ce qui se passe à la fois sous l'iceberg et dans le fond d'écran. Ça vous paraît clair ? Alors, je vais vous présenter mais rapidement quelques outils, et je ne veux pas présenter les outils, c'est pas du tout ça, les outils, je dirais juste que quelques mots, vous les trouverez dans les bouquins. C'est ce qui m'intéresse, c'est les principes liés aux outils, au concept. Ça vous va ? Tu peux me dire où on en est au niveau du temps ? Je savais que j'en avais pas beaucoup, mais bon. Bref, j'ai oublié de dire ça, nous passons de la logique séparée à la logique intégrale. Alors ça, c'est la clé de tout. Tout ce qui sépare nous ramène à la culture taylorienne. Et tout ce qui unit nous permet d'accompagner les personnes dans le monde de demain. Alors je peux vous dire que ça, si je peux me permettre, comment je vais le dire avec des mots clairs, c'est pas toujours ce qu'on dit dans le Landerneau, mais ça n'a pas d'importance.
Alors, ce diagramme, il est simple. C'est le diagramme d'une équipe. Vous le connaissez tous, membership, leadership. Une équipe, c'est les frontières. Il y a du leadership, il y a du membership. La question s'est posée tout à l'heure. Qui dois-je accompagner? L'ensemble, bien sûr. D'accord? Si vous avez un leader ou un dirigeant qui vous dit « Je vous confie mon équipe en vous confiant ses membres », il ne confie pas l'équipe, il confie les membres. Vous voyez? Donc, il ne vous confie pas son équipe. Or, de toute façon, ça créera plus de problèmes que ça n'en résout. Donc, de toute façon, quand nous accompagnons l'ensemble du système. Et je vous dirai pourquoi on accompagne l'ensemble, l'équipe. Alors, ce diagramme, là aussi, je ne vais pas le développer, c'est du hard et du soft. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement qu'il y a du et qu'il y a un équilibre entre le qui et le quoi, entre le hard et le soft, et que ce qui est intéressant, c'est l'équilibre. Prendre soin d'une équipe, c'est comme prendre soin d'une maison et d'une famille. On peut accompagner la famille, mais il faut aussi prendre soin de sa maison. Si il n'y a pas de fenêtre et qu'il fait -15, vous sentez bien que les gens ils vont rentrer en tension tout de suite. Alors on va dire oui, mais c'est intéressant, il faut quand même aider les personnes. Non, mais il faut s'occuper de la maison. Et le hard, c'est la maison. Et donc l'équilibre entre cohésion et dynamisation, pour moi, il est très important. Parce que si c'est déséquilibré, qu'on est trop sur le hard, les objectifs, on n'a pas le temps, le programme chargé, on n'a même pas le temps de faire un minimum d'inclusion, etc., alors ce moment-là, c'est la tyrannie. Et c'est ce qui était très bien décrit aussi ce matin sur comment les gens sont en grande difficulté. Mais pas parce qu'ils sont en grande difficulté, parce que le système est tyrannique. Mais d'un autre côté, si on n'est que dans la bienveillance, dans la cohésion, dans le lien, etc., eh bien à la limite, le risque, c'est la complaisance. Or, un autre principe, c'est dur avec les problèmes et doux avec les personnes. Vous voyez ? Et pas l'inverse, très important. Dur avec les problèmes et doux avec les personnes. Ok ? Et donc, c'est pas vrai que si on est bienveillant, si on est attentif, si on est soutenant, ben c'est pas vrai que les gens arrêtent de travailler, c'est exactement l'inverse. Je ne développe pas. Autre concept, alors celui-là aussi, j'imagine que vous le connaissez, c'est ce qu'on appelle les 3 étapes de l'équipe, la collection d'individus, l'équipe solidaire, l'équipe performante, vous trouverez ça dans les bouquins. Pardon. Les 3 étapes, le manager, c'est un responsable donneur d'ordre, qui génère une collection d'individus. Et comme c'est systémique, nous ne savons pas si c'est la collection d'individus qui génère le responsable donneur d'ordre ou si le donneur d'ordre génère la collection d'individus. Et ça n'a pas d'importance. Tout ça, c'est cohérent. D'accord ? Et puis, il y a bien sûr la coopération, la cohésion, les relations, le nous. Et puis, il y a le nous tous, c'est-à-dire l'équipe performante. Alors, ce que j'ai découvert au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'au début, je pensais, comme beaucoup de gens, que c'était linéaire. C'est-à-dire qu'il fallait faire l'étape 1, puis après l'étape 2, puis après l'étape 3. Alors, je peux vous dire, j'ai fait l'expérience, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Donc, si vous vous dites, à un moment donné, comment je peux accompagner, et les clients à qui je présente ce modèle, tout le temps, eh bien, me disent, bon, ben, on va déjà faire l'étape 1, ou on est à l'étape 1, on va déjà faire l'étape 2, puis on est... Ça n'a aucun sens. Pourquoi ? Parce que toutes les équipes ont les 3 en même temps. Je dis bien, toutes les équipes que j'ai rencontrées ont les 3 en même temps. Donc, la notion du « ou » n'a pas de sens. Il n'y a que du « et ». Mais par contre, il y a de vraies différences entre les curseurs. Il y en a qui peuvent être plus dans la collection d'individus, d'autres plus dans l'équipe solidaire, plus dans l'équipe performante. Et donc, ce n'est pas du tout le même monde. Et c'est pour ça que, je vous donne l'exemple, je vous donne l'outil que j'utilise, il est très simple. Vous voyez, je vous ai donné tout ça, vous pouvez le photographier, c'est cadeau. D'accord ? Je présente le modèle à une équipe. Je leur dis, vous êtes dans les 3 en même temps. Vous avez chacun 3 post-it. Les 3 post-it, ça doit faire 100%. Et chacun va poser ses 3 post-it. Pour moi, Robert, on est à 40% dans l'étape 1, 40% dans la 2 et 20% dans l'étape 3. Dans l'étape 3, voilà. Et chacun le fait, ça dure une demi-heure. Il y a un débat. Oui, mais pourquoi tu as mis 40, etc. Mais parce qu'on décide, le chef décide tout seul, etc. Et ensuite, une fois qu'ils ont fait cela, je leur dis, et maintenant, vous voulez aller où ? Et ils refont à nouveau les 3 post-it. Et évidemment, je vous confie un scoop, la majorité des équipes que je rencontre, ils veulent moins de collections d'individus et plus d'équipes solidaires et d'équipes performantes. C'est une aspiration. Ça vous paraît clair ? Voilà, je ne développe pas. Alors là, pour moi, c'est l'outil clé de mon métier de coach d'équipe. Toutes les équipes que je rencontre, équipes d'infirmières, associations, CODIR, etc.,
de façon universelle, ont 4 besoins. D'accord ? Pas difficulté, problème, 4 besoins. Toutes les équipes ont besoin de parler de leurs projets, de leurs enjeux, du futur. Toutes les équipes sont liées à un métier. Toutes les équipes ont besoin de régulation, de se parler, etc. Et toutes les équipes ont besoin de développer des compétences liées à leur métier ou liées au management, à la culture, etc. Ça, c'est universel. Okay ? Ces 4 besoins correspondent à 4 familles de métiers. D'accord ? Aussi bien le visioning, les conseillers en management, les médiateurs et les pédagogues. Je ne développe pas. Mais pour moi, ce qui est central, c'est la vision intégrale. Ça veut dire que, comme je reviens au départ, l'idée que nous venons d'une culture taylorienne, qui est la culture de la séparation, pour aller dans la culture de l'intelligence collective, qui est la culture de la confiance, qui est la culture du lien, qui est la culture de la dimension intégrale, alors toutes mes interventions ne peuvent pas aller dans le sens de la régression. Donc je suis attentif à ce que, modestement, j'aide les équipes à aller dans le sens de la dimension intégrale. Ça vous paraît clair, ça ? D'accord ? Donc, à la question, qu'est-ce que je fais tout le temps les 4 en même temps. Je dis bien tout le temps. C'est-à-dire que dans ma pratique, je n'ai pas de contrat de médiation, je n'ai pas de contrat de formation, je n'ai pas de contrat de visionning. Dans ma vision et dans mon modeste métier, je ne fais jamais cela. Pas parce que c'est mal ou bien, je n'ai pas de jugement par rapport à ça. De toute façon, il n'y a pas qu'une seule bonne façon d'accompagner. Mais je ne veux pas renforcer la logique séparée. Ça vous paraît clair ? D'accord ? C'est un choix. C'est un choix. D'accord ? Nous sommes là pour accompagner ce chemin dans un conteneur sécurisé et non renforcer la culture de la séparation. Pour un coach équipe, c'est le qui avant les quoi, je l'ai déjà dit. D'accord ? Alors maintenant, il me reste combien de temps ? 20 minutes. Je te remercie, c'est super. Je te remercie. Alors, après, il y a le hard. On a vu le hard, maintenant il y a le soft. Alors, je suis désolé, c'est un peu rapide, hein, mais pour moi, le soft se joue à 4 niveaux. En vérité, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais j'ai peu de temps. La dynamique des besoins et des aspirations, c'est central. Une fois, un manager m'a dit « Serge, est-ce que tu peux me dire, pour toi, c'est quoi le management ?» Je dis « En une phrase, c'est pas évident. » Mais il m'est venu une idée. Je me suis dit « Écoute, c'est facile. Le management de ton équipe, c'est nourrir tous les besoins et les aspirations. Si tu sais faire ça, tu seras un bon manager. Mais ça t'oblige à faire la différence entre un besoin, une demande, une aspiration, un désir, un fantasme. Les besoins, c'est universel. Sensible aux enjeux et aux peurs, ça c'est Will Schultz. La reconnaissance transcende tout, ça c'est Steiner. Et savoir se séparer dans le lien, ça c'est Kohlreiser. Donc, je ne développe pas. Les besoins sont universels, ça c'est Marshall Rosenberg. Et ne pas confondre ce que j'ai dit. Alors, je vous ai donné quelques exemples. Comment ? J'ai pas entendu. Ça va trop vite ? Désolé. C'est bon, vous me dites, hein ? Donc, les besoins sont universels. Je vous ai donné quelques exemples de besoins. Pour moi, évidemment, je suis un élève de Frankl, je suis un élève de Yalom, etc. Le sens est premier. Le besoin de sens est universel. Les êtres humains ont besoin de sens. La forme que ça prend est très spécifique. Et c'est pour ça qu'a besoin une personne qui a besoin de sens, ou une équipe qui a besoin de sens, d'accord, puisqu'elle va créer une réponse spécifique. Eh bien, ce qu'elle a besoin, c'est d'un espace pour créer du sens, pour apporter ces réponses uniques, spécifiques. Et c'est là que nous intervenons. Nous sommes des personnes en coaching individuel, coaching d'équipe, etc., qui offrons un espace. Je ne sais pas quelle est votre problématique. Vous posez des questions. Eh bien, c'est formidable. Nous allons ensemble créer un espace de sens. Vous allez même vous offrir un espace de sens pour apporter les réponses qui vous sont spécifiques. C'est quand même merveilleux. Vous comprenez pourquoi le besoin d'accompagnement est exponentiel. Ça fait des années que les gens qui me connaissent en entendent ça. Le besoin d'accompagnement... Pour le coaching individuel, je le savais déjà, mais pour le coaching d'équipe, et je sais qu'Olivier dit la même chose, c'est exponentiel. Alors oui, ok, les demandes, des fois, ne sont pas au rendez-vous, mais ça n'est pas grave. Et je vous confie un secret, par contre, vous le répétez à personne, c'est les clients qui ont besoin de coach, c'est pas les coachs qui ont besoin de clients.
D'accord ? Tellement les besoins sont infinis. Et puis bien sûr, il y a les besoins, mais pour moi, ce qui est encore plus fort, c'est les aspirations. D'accord ? C'est pour ça que je ne fais pas partie des gens qui ramènent tout à la demande. La demande, c'est très important. Je sais, on va les faire accoucher de leur demande, mais ça n'est pas central. Pour moi, je le dis avec honnêteté, ça n'est pas central. Ce qui est central, c'est les besoins et les aspirations. Alors, juste avant, je vais revenir sur une chose. Une des métavaleurs, c'est la confiance. Ça a été encore dit ce matin, etc. C'est-à-dire que il n'y a pas que l'autonomie et la responsabilité, il y a la confiance. La confiance, pour moi, c'est le méta-indicateur et la méta-valeur. Si vous dialoguez, ou quand je dialogue avec des dirigeants, avec des équipes, etc., je leur explique le modèle des 3 étapes, je leur dis, vous avez toujours 3 choix. Vous pouvez faire la même décision, la même situation, le même problème, le même recrutement dans la situation 1, 2 ou 3. C'est vous qui allez choisir. Mais ce n'est pas le même monde. Par contre, vous devez vous poser une seule question. Si je fais cela, est-ce que ça augmente la confiance dans l'équipe ou ça fait baisser la confiance dans l'équipe ? Est-ce que ça augmente la confiance dans l'entreprise ou ça fait baisser la confiance dans l'entreprise ? Ce n'est pas du tout le même monde. Et c'est une fantastique boussole pour interpeller, confronter, générer, dialoguer avec les acteurs. Oui ? Parce que non seulement ils ne savent pas, mais ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Voilà. Je sais que quelqu'un vient après pour parler de Will Schutz, d'accord ? Je ne vais pas développer là aussi, mais Will Schutz, pour moi, c'est entre autres ICO, parce que ça parle des enjeux et des peurs. Et prendre soin des équipes, c'est prendre soin des enjeux et prendre soin des peurs de chacun, et du système, mais de chacun. Alors bien sûr, les enjeux de chacun, c'est suis-je important ? Ma peur, c'est d'être ignoré. Mon enjeu, c'est de savoir si je suis compétent dans cette équipe. Ma peur, c'est d'être humilié. Mon enjeu, c'est savoir si je suis aimable et aimé dans cette équipe. Et ma peur, c'est d'être rejeté. Et en vérité, la méta-peur, c'est est-ce que je peux faire face à cette situation ? Vous voyez ? Est-ce que je vais arriver à faire face à cette complexité, à ces relations difficiles, à cette transformation ? Est-ce que je vais faire face ? Mais prendre soin des enjeux et des peurs. Ça vous paraît clair ? Alors, Steiner, Corinne est là aussi, ça a été un de nos formateurs. Steiner, c'est un élève de Berne. Et Steiner, c'est l'économie des signes de reconnaissance. Je ne vais pas faire les signes de reconnaissance. Mais l'idée qu'a développée Steiner, c'est que, un jour, il nous a dit ça, je ne sais pas si tu t'en souviens ou si tu étais là, Corinne, et je me souviens très bien quand il l'a dit, tu sais, Serge, 80% des problèmes relationnels dans une équipe, ou dans un groupe ou dans une famille, peu importe, sont dus à une économie des signes de reconnaissance malsaine ou non saine. 80%. Donc si tu aides des équipes à résoudre des problèmes, ça ne résoudra rien du tout, parce que comme c'est pas ça l'enjeu, c'est pas ça le besoin, donc du coup d'autres problèmes arriveront, puisque le besoin est des signes de reconnaissance sains. D'accord ? Et vous le savez comme moi, c'est ça qu'on appelle la pédagogie blanche. C'est-à-dire la pédagogie blanche, c'est la philosophie du coaching. D'abord voir le bien chez l'autre, d'abord voir les ressources, d'abord voir ce qui va bien, d'abord voir la belle personne, d'abord voir le prince, d'accord ? D'abord voir la personne compétente, et ensuite ce qu'il y a à développer. C'est ça la pédagogie blanche. C'est pour ça que quand les gens me confrontent sur la bienveillance, et que je dis, j'ai pas de problème avec la bienveillance. Essayez la malveillance, vous allez voir, ça va bien se passer aussi. Donc, l'économie des signes de reconnaissance. Et je peux vous dire, très souvent, c'est le cœur de l'accompagnement. D'accord ? Comment les gens se donnent des signes de reconnaissance ? Comment ils se parlent ? Comment ils se disent du bien ou pas ? Comment ils voient le positif chez l'autre ? Alors là, je peux vous dire, dans la culture taylorienne, c'est pas évident. Et enfin, mon ami Georges Kohlreiser. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il faut savoir que Georges est un grand thérapeute américain et qui était très célèbre parce qu'il travaillait pour la police de Dayton et il était dans les négociations des prises d'otages. D'accord ? La première fois que je l'ai vu, je ne connaissais pas et je venais pour le thème, la gestion des conflits. Et il nous a expliqué ce qu'il faisait. Et je me suis dit, putain, ce type-là est fantastique. Et il a développé la théorie du lien et de l'attachement.
Alors là aussi, je fais court. Dans la vie, nous sommes amenés à nous rencontrer, nous créons des liens et nous attachons, et à la fin, c'est terminé. Ça peut durer 1 heure, ça peut durer une vie entière. Ça n'a pas d'importance, c'est la même boucle, c'est la même gestalt. D'accord ? Ce qui compte, c'est à un moment donné, la fin va arriver. Donc soit on se sépare dans le lien, soit avec un processus de deuil, soit nous nous séparons sans lien. Et on appelle ça une rupture. Et à ce moment-là, nous sommes dans le détachement, l'isolement, la solitude. Ce n'est pas le même monde. Par contre, si nous savons nous séparer dans le lien, alors nous sommes prêts et disponibles pour de nouveaux liens, de nouveaux attachements. Vous voyez ? C'est un cercle vertueux. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que je travaille beaucoup en ce moment sur les dynamiques d'inclusion, les dynamiques de déclusion dans les entreprises, dans les équipes. Et je ne sais pas pourquoi, l'inclusion, globalement, ça marche plutôt bien. L'accueil, les livrets, les jeunes, le mentoring, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'est tout le temps en amélioration. Par contre, la clôture, alors là, je ne vous cache pas que là, c'est quand même très surprenant parfois. Parce que, notamment, récemment, il y avait une personne qui prenait sa retraite après 30 ans de travail dans l'entreprise. C'est chouette quand même. Spontanément, je pensais que l'équipe allait dire on va organiser ce moment précieux, ce moment sacré, ce moment du vivant, en témoignant de notre gratitude envers Robert, tellement c'était fantastique. L'entreprise doit dire merci. Et puis je vais vous dire, le cadeau le plus fantastique que peut faire une entreprise pour quelqu'un qui s'en va, c'est le livre d'or. Alors évidemment, il y en a qui font des voyages, tout ça c'est très intéressant, j'ai rien contre. Mais pour moi, la clé, c'est le livre d'or. Vous voyez, c'est-à-dire, merci, merci, merci pour, merci pour. Et là, je dis, j'imagine que vous allez faire des choses fantastiques. C'est une occasion fantastique pour vous. Il me dit, non, parce que d'abord, on a beaucoup de travail. C'est une bonne raison, hein, je veux pas. Et puis, alors, d'abord, on ne sait pas quand est-ce que Robert va faire son pot d'adieu et quand est-ce qu'il veut l'organiser. Alors, j'ai dit, mais c'est lui qui l'organise ? Il me dit, oui. Ne me dites pas que c'est lui qui le paye. Il me dit, si, mais il aura une enveloppe. Ok. Alors, je dis, vous parlez de confrontation. C'est quoi une confrontation ? C'est gentil, hein, front contre front. Ça m'a rappelé quand je faisais du tantra. On va rester à la définition épistémique. C'est la question de base. La confrontation, c'est pointer une incohérence. D'accord ? Pointer une incohérence, ça veut dire que vous avez l'enjeu de la confiance dans votre équipe et vous allez dire au revoir à Robert et c'est lui qui paye son pot et il n'y a rien d'organisé. Est-ce que c'est cohérent avec l'augmentation de la confiance ou pas ? Oui, c'est ça. Alors, il y a plein de définitions. Et ils ont fait un travail, ils ont reconfiguré les choses, ils ont dit à Robert, ne t'occupe de rien, et ils s'en sont saisis pour en faire une expérience vivante, organique, fantastique. Vous voyez, c'est quand même chouette. Et à la fin, ils m'ont demandé ce que j'en pensais, mais pas au sens de « qu'est-ce que vous pensez de la dynamique ?» Non, je me dis alors, merci de nous avoir proposé ça, parce qu'on a vécu collectivement un moment fantastique. Et je leur ai dit, écoutez, je vais être franc avec vous, quand vous faites ça, vous ne le faites pas pour la personne qui part, vous le faites pour les personnes qui restent. Tout simplement parce que tout le monde voit comment il va être traité le jour où il va partir. Voilà. C'est bon, Newton ? Merci Serge d'avoir convoqué, de nous avoir donné envie d'approfondir, d'aller plus loin sur tous ces auteurs. C'est infini. L'humain est infini. C'est le temps des questions. Qu'est-ce que ça vous a évoqué ? Quelles questions vous avez envie de poser pour emmener Serge à nous en dire plus sur prendre soin des équipes ? Je suis à votre écoute. Il me manque encore quelques kilomètres à parcourir avant de faire ma distance de la journée. On a une question ici. C'est pour en trouver une, hein, c'est pas...
Question, votre présentation était vraiment très touchante et ça nous parle au cœur, je pense. Est-ce que c'est un discours qui passe auprès de tout le monde? Comment on amène aussi les commanditaires ou dirigeants éventuels à ouvrir leur cœur? À ouvrir leur cœur. Je crois que ça a été dit, c'est-à-dire d'abord construire une alliance, construire un contrat, construire de la sécurité, construire un conteneur sécurisé. Tu vois, on ne peut pas être dans l'intimité tout de suite si on ne se connaît pas. Il va falloir construire une relation, construire un cadre. Et pour moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'à ce moment-là, c'est plutôt dans le hard. Tu vois ? Quel est notre contrat, le lieu, les enjeux, les objectifs, les besoins, les demandes, comment vous voulez travailler, la durée que ça va prendre. Mais évidemment, très rapidement, nous allons entrer dans l'inclusion. D'accord ? Là, j'étais très stimulé par un team building. Moi, je dis coaching d'équipe, team building. Je suis désolé parce que j'aime bien team building, parce que team building, ça veut dire construction d'équipe. Et dans sa version nouvelle, pas la version des années 70, je trouve que les équipes vivent un processus de construction permanent. Par contre, tout ce qui est un peu incentive, etc., je vous encourage, mais ce n'est pas ma pratique. Je ne sais pas faire ça. Donc, et je lui dis, comment vous voyez les choses? Il me dit, écoutez, on est 3 dirigeants, les 2 dirigeantes viennent de monter à la direction, avant que j'étais seul. On a des enjeux de construction d'entreprise très importants dans l'année qui vient, etc. Est-ce que vous pouvez nous accompagner? Je dis, ok, écoutez, je vois bien ce que vous vivez. En tout cas, je commence à sentir les choses. Comment vous voyez votre accompagnement? Alors, il me dit, nous, on y a réfléchi. Ce qui serait bien, c'est d'ici juillet, on fasse 6 fois une demi-journée, par exemple. Alors, je dis, ah oui, quand même. Alors, on dialogue. Et il me dit, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez les choses? Je dis, écoutez, je comprends vos enjeux et je comprends comment l'étape que vous voulez franchir. Simplement... si vous voulez construire beaucoup plus de liens, vous voulez prendre du temps de réguler entre vous, vous dire vraiment les choses, etc., parce qu'ils ne régulaient pas, alors que ça allait très bien. Il dit, moi, je vous propose plutôt de faire 2 jours, par exemple, d'ici, ça se passait avant en décembre, d'ici le retour des vacances. Et puis après, on peut faire quelque chose de plus accompagné. Oui. Mais en termes de besoins, justement, d'aller toucher le niveau organique, d'aller toucher les émotions, etc. Il vaut mieux quand même avoir un... Et je dis, si vous en êtes d'accord, on va plutôt ouvert à la campagne. Tu vois ? Alors, voilà. Et puis après, j'ai démarré en faisant 2 inclusions différentes. Je ne sais pas là, mais je pourrais... Une inclusion soft, et tout de suite, on est rentré dans l'inclusion un peu trapue, tu vois. Pourquoi je suis rentré dans l'entreprise, quelles sont mes réussites, qu'est-ce qui pourrait m'en faire partir, de quoi je suis fier, qu'est-ce que je vis dans ma vie, qu'est-ce qui me passionne, si je suis sous stress, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Tu vois, tout ça, on est parti dedans. Et c'était au milieu de la matinée, de la première matinée, tu vois. Mais d'abord, le conteneur sécurisé. Pour moi, c'est la base. Ça répond à ta question? Merci. Et puis, excuse-moi, évidemment, la question centrale que je vais poser, mais alors tout le temps, c'est maintenant, dans 6 mois, ça va changer. Comment vous vous sentez? Tu vois? Il y a la pensée, il y a le mental, je ne l'invalide pas. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est comment vous vous sentez, tête, cœur, corps, tu vois? Et par une question invitante, alors, forcément, oui, puisque tu me demandes comment je me sens, je vais te dire comment je me sens. Ça m'invite à y aller. Voilà. Une autre question que vous auriez... J'en profite pour en relayer une qui était sur le chat, sur le fait que de plus en plus les collaborateurs, collaboratrices appartiennent à plusieurs équipes en transversalité. Absolument. C'est quelque chose qui est revenu. Peut-être pour attirer l'attention sur l'une des thématiques de ton intervention, prendre soin des équipes, que ce soit un espace ressources, un espace de soutien et de solidarité, alors qu'elles se reconfigurent en continu, d'une part, et puis elles sont, peut-être il y a encore plus d'équipes en parallèle inhérentes à cette transversalité qui est recherchée dans les organisations. Comment faire pour les commanditaires, pour les managers, pour s'occuper de toutes ces équipes en même temps, et nous, comment accompagner au mieux tout ça? Alors il y a plusieurs questions. La première question, c'est que si vous prenez un membre du CODIR, par exemple, il est forcément dans 2 équipes. Oui, il est membre du CODIR et il est manager de sa propre équipe, ou de son propre service.
Il y a des personnes, ils sont à la fois membres d'une équipe, dans une équipe projet, etc. Donc ça, c'est plutôt classique, j'allais dire. Tu vois, c'est l'inverse qui est étonnant. Donc ça fait partie de... Alors bien sûr, le premier contrat, c'est l'appartenance aux deux, comment je suis dans l'une dans l'autre. Mais in fine, une fois qu'on a clarifié les frontières et les niveaux d'appartenance, alors à ce moment-là, j'ai le même boulot à faire dans l'équipe 1 et l'équipe 2. Tu vois ? Cohésion, dynamisation, quel est le modèle des 3 étapes, quels sont nos enjeux, comment on s'inclut, comment on régule, comment on accueille les nouveaux membres. C'est valable dans les deux. Mais ce que j'aime bien dans la façon dont je travaille, hein, évidemment, qui est personnel, c'est que j'insiste sur les équipes de direction parce que je leur dis, fondamentalement, vous êtes modélisants. D'accord ? La question n'est pas ce que vous dites, la question c'est ce que vous faites. Et surtout en termes de management, en termes d'inclusion, en termes de communication, en termes de... vous êtes membre de l'équipe de direction et pas porteur de votre fonction. Tu vois ? Alors, si vous montrez un modèle de coopération, si vous montrez un modèle avec un lac intérieur, avec un accueil, une bienveillance, vous écoutez vraiment et vous avez aussi une posture de coach, c'est-à-dire que quand un collaborateur vient vous voir, vous ne lui donnez pas la solution avant qu'il ait fini, vous l'écoutez. Voyez ? Alors, si vous savez faire ça, alors vous allez montrer le modèle de management à l'ensemble du système. Et vous allez impacter plus la culture par la modélisation que par dire ce qu'il faut faire. Voilà. Ok, merci pour le partage. Est-ce que nous avons d'autres questions pour approfondir le sujet? Alors j'en profite. Hein. Moi j'aurais besoin effectivement sur ce travail sur le besoin, sens, aspiration, fantasme aussi. Oui. Peut-être de clarifier ces points-là. Je t'ai, gestion du temps oblige, pressurisé sur ça. Est-ce que tu peux nous en dire un mot supplémentaire? Ça me paraît intéressant pour... Je peux en tout cas essayer. Le travail des équipes. Quand je supervise des coachs, ils sont très centrés sur la demande. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Simplement, c'est pas suffisant. Alors je leur dis, mais pourquoi tu vas pas vers les besoins? Pourquoi, sachant que le besoin est universel, et comme dit Rosenberg, toute demande est une stratégie pour satisfaire un besoin, pourquoi tu ne vas pas directement sur le besoin? Parce que peut-être que la demande, c'est une stratégie qui, au fond, soit une impasse, soit limitante. Parce que quand la demande sera terminée, comment tu fais avec l'équipe? Alors que si tu l'accompagnes sur les besoins ou les aspirations, ça ne s'arrête jamais. Non pas en termes commercial, mais en termes de besoins, justement. Tu vois? Alors... ce que me répond là, souvent la personne me dit, oui mais attends, si on est sur les besoins, alors là, tout le monde a besoin de n'importe quoi, tu vois. J'ai besoin d'une Ferrari, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin d'un café. Et du coup, le manager ne peut plus y répondre. Il dit, non. Les besoins, c'est universel. Les fantasmes, c'est autre chose. Tu vois, si j'ai besoin d'aller sur les îles, c'est bien. Si j'ai besoin d'une voiture plus chère, c'est bien. Mais ça n'est pas un besoin. Le besoin, la clé du besoin, c'est que c'est universel. Tu vois, c'est ça qui est... Et ce qui est intéressant, le travail que je fais de façon organique, c'est comme les valeurs, c'est-à-dire c'est dans ma vision des choses, les valeurs doivent être grandes et belles, évidemment, mais 100% des valeurs doivent être pour 100% des acteurs, pour 100% du temps. Il n'y a pas de valeur pour les clients, de valeur pour les salariés. C'est un non-sens. Nous ne prenons pas soin des équipes quand nous avons des valeurs pour les clients, des valeurs pour les salariés, des valeurs pour les actionnaires. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire, vous voyez, vous dites respect du client. Alors, respect, c'est pour le client. Alors, ça veut dire que pour les personnes, il n'y a pas de respect? Comment vous les justifiez, ça? Ça fait monter la confiance ou ça fait baisser la confiance? C'est intenable comme position. Vous comprenez? Et les besoins, c'est pareil. C'est-à-dire, comme les besoins sont universels, eh bien, nous allons nous mobiliser l'ensemble de l'équipe. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que nous allons faire équipe. C'est comme ça qu'on va créer la coopération, c'est comme ça qu'on va créer la cohésion, sur un principe simple. Nous allons nous mobiliser 100% du temps, sur 100% des besoins, pour 100% des acteurs. Et là, je peux te dire, c'est la fin des privilèges, c'est la sécurité intérieure, etc. Voilà. Ça te parle? C'est les principes. Oui. Écoute, merci à nouveau, Merci à Serge, vous pour ce partage.